Quel ordre constitutionnel a-t-il ou y a-t-il dans une colonie, puisque le Niger était une colonie jusqu'au 26 juillet 2023. N'en déplaise, nous avons gardé notre choix parce que c'est un choix responsable et assumé. J'aimerais une fois de plus féliciter le peuple résilient de la Confédération, le peuple résilient nigérien qui, depuis notre arrivée le 26 juillet 2023, n'a cessé de lutter pour sa dignité, lutter pour sa survie et lutter pour sa souveraineté. Prenons 50 ans, 60 ans de vie africaine. Mais nous avons plus d'expérience que tous les autres peuples de la Terre. Pendant 50 ans, nous avons eu des pères fondateurs qui ont fondé les républiques, les pères fondateurs. Nous avons eu des présidents à vie. Bon, ils sont bien morts, mais c'était proclamé à l'époque président à vie. Bon, nous avons fait des partis uniques, là où tout un peuple, un seul parti, une seule opinion, un seul slogan, un seul. Et nous avons fait plusieurs partis en même temps, des partis familiaux, villageois, claniques, ethniques. On a tout fait. À un moment donné, il y a eu l'Afrique des colonels. C'est-à-dire, c'était la plupart des chefs d'État, par coup d'État, c'était eux qui dirigeaient le pays. Parce que les militaires sont droits, pas corrompus, ils font le métier, le boulot, donnons-leur la chance de diriger l'Afrique. Il y a eu à un moment donné l'Afrique des colonels. Peut-être certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, mais ça existait, l'Afrique des colonels. Bon, on a fait des coups d'État. On a tué des leaders. On a fait des coups d'État contre Kwame Nkrumah. On a paralysé Sékou Touré. On a tué Cabral. Lumumba, n'en parlons pas. Boganda. Et le dernier, je pourrais dire, Sankara. On a donc tué les leaders. Le leadership africain était décapité. On a bloqué ceux qui promotaient le Jama, les Nyerere. On a bloqué. Mandela, près de 27 ans en tôle pour réclamer juste la dignité et la liberté et l'égalité. Qu'est-ce qu'on n'a pas subi? On a chanté la gloire des chefs d'État africains par la mobilisation populaire de ce qu'on appelait autrefois les groupes d'animation. Donc quand le chef d'État passait, tout le peuple dansait pour lui. Ça s'appelait groupe d'animation. Bon, la Banque mondiale est venue. On a fait des projets. Le Fonds monétaire international est venu. On nous a donné soi-disant l'argent, puisqu'on est endetté, même très endetté, ce qui suppose qu'on a eu l'argent. Enfin bref, on a jeté des déchets toxiques, même nucléaires, sur le littoral du golfe de Guinée. Les gens en sont morts, mais ce sont les déchets de Côte d'Ivoire, ce sont les déchets d'Abidjan, et non les déchets de la Hollande qui les envoyaient. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il y a eu des mouvements des jeunes, les femmes se sont mobilisées, les syndicats étaient très forts, les syndicats de la classe ouvrière étaient très forts. On a fait beaucoup d'expériences. Pendant 50 à 60 ans, on a presque tout fait. Presque tout fait. Et l'Afrique n'avance pas. Et l'Afrique est endettée, très endettée. Et l'Afrique est pauvre. On a vécu de slogans, objectif 80, santé pour tous, maintenant c'est développement durable, c'est l'émergence, on ne sait pas comment on va émerger, mais enfin c'est l'émergence. Bref, il y a quelque chose, c'est comme un continent qui a fait toutes les expériences. Les autres n'en ont pas fait tant. On a connu tous les systèmes. De président à vie, président tout seul, présidentiel, président avec un premier ministre, président avec même 2, 3 vice-présidents. Il est président, mais il y a un premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président. Un pays avec 3 ou 4 présidents, 4 ou 5 premiers ministres. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Et nous sommes même le premier, par rapport à l'Europe, à donner un premier ministre femme. Il y a le président de la République ou empereur, et le premier ministre est une femme. On a nommé, avant même la France, avant que le président Mitterrand le nomme Edith Cresson premier ministre, l'Afrique avait déjà nommé une dame premier ministre, en RCA. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme expérience? Les coups d'État, les guerres civiles, les conférences nationales. On a tout fait. Et ça n'avance pas. Les États sont fragiles. On tue quand on veut. On envoie la CPI quand on veut. On répand les maladies quand on veut. On mange des poulets dont on ne connaît jamais les cuisses. On voit que les cuisses. Oui, on ne sait pas d'où viennent ces poulets. Donc même pour la santé des gens, la sécurité alimentaire n'est pas assurée. Alors qu'un continent qui a des lacs, des fleuves, des cours d'eau, qui peut faire des choses extraordinaires. Mais il y a un problème, les schémas qu'on fait sont des mauvais schémas. On ne peut pas les continuer encore. Rien que ça. Mais on va aller où maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Une conférence nationale encore? Alors que le général Tchani agit pour libérer le Niger,
Le professeur Théophile Obenga explique lui pourquoi cette rupture est une nécessité historique face à un système mondial qui ne tolère pas la fragilité. Nous allons découvrir pourquoi. La liberté, c'est des sacrifices. Et des sacrifices sans limite. La souveraineté, c'est des sacrifices. Et c'est des sacrifices sans limite. Et ce sont ces sacrifices-là que nous sommes prêts à consentir pour réfléchir en homme libre, nous mener en homme libre, échanger avec toute autre civilisation en homme libre. Nous sommes le départ. C'est ce que beaucoup ignorent. Rien que le Niger a plus de 10 000 ans d'organisation sociale. Tizilawan, c'est dans le Ténéré aujourd'hui. 10 000 ans. Des archéologues ont découvert des villages qui pratiquaient l'agriculture au moment où le Ténéré était humide. Donc, nous sommes au départ. Avant même que d'autres races n'apparaissent sur Terre, notre race vivait, était organisée. Le premier roi du monde, près de 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est en Afrique, c'est pas en France. Le premier roi français, vous savez, c'est en quelle année? 466. Après Jésus-Christ, c'est pas avant. Oui. 466. Et il avait quel âge? Il avait 15 ans. Clovis Ier, le roi de France, Salien. 15 ans. C'est lui, à 20 ans, qui va coloniser par les armes toutes les petites principautés françaises pour former le premier royaume français. Il était âgé de 15 ans. Il est né en 466. Et le royaume qu'il a constitué, lui-même Clovis Ier a régné de 481 à 511 après Jésus-Christ. Nous, on vous parle de 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors, l'égyptologie, c'est, au fond, c'est une spécialité de l'histoire. C'est-à-dire, c'est étudier l'histoire ancienne de l'Égypte pharaonique. Et cette Égypte pharaonique a duré à peu près 35 siècles de vie nationale. 35 siècles. Si vous comptez la France, depuis Clovis jusqu'à François Hollande, il y a combien de siècles? Hein? Même pas une vingtaine. Or, l'Égypte a duré 35 siècles indigènes. Les pharaons indigènes, locaux, nationaux, ont dirigé le pays pendant 35 siècles environ. Alors, ce royaume africain était localisé le long de la basse vallée du Nil, en Afrique orientale, nord-est. Et le Nil débouchant tombant dans la Méditerranée, donc le long de la basse vallée du Nil. La haute vallée étant la Nubie, etc. Donc, géographiquement, c'est une contrée africaine. Géographiquement. Or, déjà, géographiquement, on vous enlève ça, on dit c'est le Proche-Orient. Mais le Proche-Orient, quelle est sa localisation géographique? On ne sait pas trop. Bon, si je suis au Japon, il y a l'extrême Occident, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Est-ce qu'on les appelle l'extrême Occident? Pourquoi on appelle les autres extrême Orient? On devrait aussi appeler l'extrême Occident. Ça ne marche pas, la psychologie, non? C'est eux qui sont Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient, Middle East, mais les autres, l'Angleterre, tout ça, l'Irlande, c'est l'extrême Occident. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Vous voyez bien que déjà, donc, ils veulent dire que c'est le Proche-Orient, Middle East, c'est des histoires. Quelles sont les limites géographiques de ça? C'est purement idéologique. C'est purement idéologique. Mais autrement, géographiquement parlant, physiquement parlant, concrètement, l'Égypte pharaonique était bien sur le continent africain. Donc, on balaye déjà l'argument, disons, géographique. Maintenant, ils étaient, bon, des Noirs, on a créé une race brune. Donc, de tous les peuples méditerranéens, c'est la seule race brune. Les Grecs ne le sont pas, les Romains ne le sont pas, il n'y a que. Mais enfin, bref, on a fait les dosages de la mélanine pour doser le taux de mélanine dans la peau. On a fait ça à Liverpool, on a fait ça à Manchester. On a publié ces études plus ou moins secrètement. Ces études disent parfaitement que la peau n'est pas brown ou dark, ils disent bien c'est black. C'est écrit comme ça en anglais. Cheikh Anta Diop a fait les mêmes dosages. Il a demandé au professeur Monet de venir les voir au laboratoire à Dakar. C'est la mélanine, le dosage est très fort de la mélanine. Et le professeur Bilolo, ici présent, a étudié ce qu'Aristote a dit de Vizou. Il a dit que les Noirs, les Égyptiens ne sont pas noirs. Les Égyptiens sont très noirs. À Gan, mélanès, ils sont très noirs. C'est Aristote qui le dit. Il a été là-bas. Bon, il y a beaucoup de témoignages de Hérodote qui a été là-bas, a vu
les pyramides, a discuté avec les prêtres, pas jusqu'à Thèbes, etc., a vu tout le pays, les marchés et tout. Il a dit qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Que les gens comprennent que ce combat sera long et difficile. Ce combat n'est pas que le combat de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré ou de Tiani. C'est un combat de l'espèce africaine. Ce n'est pas seulement un combat des peuples du Sahel. C'est un combat de race que nous menons pour la survie de notre race. Donc l'attaque du 18 juin a été conduite par des mercenaires à la solde de la France. Et cette attaque visait des objectifs, et c'est pourquoi je dis qu'il faut toujours poser des questions pour comprendre les enjeux. La première raison qui a conduit à cette attaque, vous vous rappelez, nous avons chassé au moins 4000 militaires occidentaux de notre aéroport, de la base aérienne de Niamey, particulièrement. Pour ce faire, la France voulait par tous les moyens montrer que tant qu'ils seront chez nous, nous serons en sécurité. Mais tant qu'ils ne seront pas chez nous, nous serons là également en insécurité permanente. Mais nous savons ce semblant d'insécurité. Or, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il l'Europe ou l'humanité conduite par l'Europe, les puissants, il faut être fort, puissant. Si vous êtes fragile, vous êtes ami ou quoi, ça ne compte pas. On vous écrase quand il le faut. L'Europe ne tolère pas la fragilité. L'Europe ne tolère pas l'impuissance. L'Europe ne tolère pas, n'aime pas la faiblesse. Ils appellent autrefois les chinoiseries. Aucun Européen ne dit maintenant les chinoiseries. Parce que la Chine est forte, puissante, et on dit discutons affaires. Discutons les affaires. On ne dit plus les chinoiseries qui mangent un bol de riz par heure, qui est le tiers-monde, qui était des vauriens, des bibelots. On ne dit plus les chinoiseries. Parce qu'ils sont forts. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de partenaire. Ça n'existe nulle part. Or, l'Afrique fait le NEPAD par des partenaires. Mais enfin, quel est le partenaire de l'Allemagne même? Ils font tout seuls. Quel est le partenaire de la France? Quel est le partenaire de l'Angleterre? Quel est le partenaire des États-Unis? Ou quel est le partenaire des Chinois? Mais l'Afrique dit que j'ai un projet, il faut que les bailleurs de fonds et les partenaires. Quel est le bailleur de fonds de la France? Ils sont déficitaires depuis au moins 30 ans. Mais ils ne sont pas aidés. Quel est le bailleur de fonds de l'Allemagne? Là où ils croisent les bras, ils ont des projets. Et puis un bailleur de fonds, c'est italien ou grec qui viendrait les financer. C'est la Grèce qui viendrait financer l'Allemagne. Mais l'Afrique croit encore à des mythologies comme ça, les bailleurs de fonds, les partenaires, mais ça n'existe pas. On a fait tous les schémas. Nous avons fait tous les schémas, tous les schémas. Moi, je ne vois pas quel schéma qu'on peut faire encore. Une conférence nationale, un parti unique, on a tout fait déjà. Et ça ne marche pas. Les pays sont de plus en plus désorientés. Ils financent les coups d'État. Ça, c'est l'Afrique en marche. Hein? Non, je crois que dans ce bas monde-là, les Chinois, voilà la géopolitique. Les Chinois bâtissent la Chine. Ils ont leur programme, ils ont fait la longue marche, ils ont fait le bambou, le rideau de bambou, ils ont développé le nucléaire, les sous-marins, l'espace, l'économie, ils se battent, ils se développent, ils s'ouvrent maintenant l'Europe. On construit comme ça. Même la Russie, c'est une grande puissance. Ils interviennent, on ne peut pas les bousculer facilement. L'Inde aussi se fait. Bon, les Arabes essaient de se reconstruire avec tous les problèmes qu'on connaît. Bon, l'Amérique latine, ils ont autant de il y avait l'idée de Mercosur, etc. Je crois que c'est tombé. Mais en fait, ils veulent aussi essayer de bâtir quelque chose ensemble. Les États-Unis sont des plus grands stratèges. Ils sont d'abord États-Unis, tout seuls, puissants. Ils développent avec le Mexique, le Canada, les États-Unis. En cas de, on est ensemble. Question de visa de ceci, le dollar, on va au Canada sans visa, on fait ceci. Il dit, on fait donc le Mexique, États-Unis en cas de. Troisième scénario, ils font le Congrès américain. Donc avec tous les États américains, Cuba y compris. Tout ce qui est Amérique du Sud, Amérique des îles, ils s'appellent le American Congress. Ils sont le Congrès américain, ils se réunissent régulièrement. Les États-Unis jouent encore sur l'Atlantique, l'Alliance Atlantique. C'est les chefs de l'OTAN que De Gaulle avait quitté, Sarkozy a réintroduit. Ils sont à l'OTAN.
Donc, nous sommes pourtant l'océan Atlantique, mais nous ne sommes pas partis de l'OTAN. Trop faibles. Ils sont à l'OTAN. Les États-Unis jouent sur le tableau des Pacifiques, les pays Pacifiques. Ils sont avec la Chine, le Japon, les Coréens. C'est le Pacifique. Ils se retrouvent pour discuter les problèmes du Pacifique, les pays du Pacifique. Ils sont dedans. Donc, ils sont dans le monde entier, vous voyez bien. L'Afrique n'est dans aucun scénario de demain. Que ce soit militaire, sécuritaire, scientifique, on n'est dans aucun scénario. Dans aucun scénario. Alors donc, les voies de les tapis, les pères fondateurs, c'est un mauvais schéma. Il faut abandonner ce schéma. C'est pénible, mais il faut l'abandonner. Il faut faire la propagande maintenant, développer les idées de l'État fédéral. C'est la seule issue. C'est trop tôt, on ne sait pas. C'est trop tard, on ne sait pas. C'est jamais trop tard ni trop tôt. Ce n'est pas même des questions. On n'a pas fait les États-Unis trop tard ou ni trop tôt. On a trouvé qu'il faut faire, on fait, on verra bien. Et ils ont fait ça. Les Obama peuvent jouer les jeux, ils deviennent présidents. Parce qu'on fait, mais ça finira pas avec nous l'Afrique. Les gens vont redresser les programmes, vont redresser ceci. Le tout est de faire pour être puissant. L'Afrique a besoin d'être puissant, même pas de développement, parce qu'on ne se fera jamais développer. L'Afrique a besoin de puissance, comme ça, vous jouez votre carte de façon autonome. Ça sera difficile. Pourquoi? Parce que si l'Occident ou l'Europe sent que l'Afrique se retire un peu, bon, ils vont commencer à faire une violence extrême, à tuer les gens, les jeunes, etc., faire des rafles, etc. Parce qu'une puissance africaine qui va dire non, nous ne voulons pas que vous venez faire la pêche en Mauritanie, prendre les poissons comme ça. Non, nous ne voulons pas que vous traversiez, que tous ces bateaux qui vont en Afrique du Sud ne traversent pas tous ces sous-marins-là. Ce sont nos océans, dans nos autres territoires, on ne veut pas. Le pétrole, nous-mêmes, nous pouvons le faire. Le ceci, nous pouvons le faire, etc. Bon, l'uranium, Areva, le premier nucléaire du monde. Mais vous ne voyez pas que c'est... Il n'y a pas un grain d'uranium en France, mais Areva est premier mondial. Ils prennent ça gratuitement, presque gratuitement au Niger. Mais si nous disons que c'est à l'État fédéral, c'est à nous, on ne prend plus ça comme ça. Depuis notre arrivée, nous avons fait face, vous vous rappelez, à la coupure de la seule ligne du Nigeria. Pourtant, c'est une ligne qui avait une histoire. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais nous avons réussi, en 2 ans, à installer 118 mégas. Vous connaissez notre capacité globale? C'est 420 mégas. Les besoins du Niger, 420 mégas. Nous avons réussi à installer 118 mégas. Un quart de notre capacité en 65 ans d'indépendance. Oui. Nous avons payé pour 100 autres mégas où tout est financé et qui seront installés, ce qui portera le coût de nos réalisations installées et à installer, parce que le financement est acquis, 218 mégas. La moitié de ce que le pays a fait en 65 ans d'indépendance. Et ça là, ce n'est rien. On peut nous convaincre que ce n'est rien. En 2 ans, réaliser 50% de ce qu'un pays a réalisé à travers les différents responsables, les différents régimes qui se sont succédés en 65 ans. Et tout ça, ce n'est rien. Mieux, avec Sal Kadamne qui est en bonne voie, c'est 600 mégas qui seront réalisés à travers un premier test pilote ou une première phase pilote. Parce que notre objectif, à terme, c'est 5200 mégas. Beaucoup de Nigériens ont crié que ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui soit impossible. Et pour nous, rien n'est impossible. Et pour le peuple nigérien, depuis le 26 juillet 2023, rien n'est impossible et rien ne sera impossible, Inch'Allah. Dans le domaine de l'agriculture, l'embargo qu'on nous a imposé, le sac de riz de 25 kg qui se vendait à 10 000 en une semaine, sans raison, a bondi à 19 000. À Niamey, c'était 16-17 000. À l'intérieur du pays, c'était parti jusqu'à 22 000 francs CFA. Un pays comme le Niger, détenteur de la plus grande réserve en eau douce du sous-sol. La plus grande réserve en eau douce du monde. Un pays avec 1 267 000 km². Même le désert qu'on vous dit que non, c'est un désert aride. Mais le désert apparaît aride. Mais les réserves d'eau qu'il y a sous ce désert en apparence aride permettent de reverdir ce désert-là et de faire de la production. Et nous le voyons, ce n'est pas une chimère. Le riz de Tlemcen est sorti sur le marché. Nous avons décidé que plus jamais l'embargo ne sera synonyme de la famine au Niger. L'embargo ne sera synonyme de la surenchère au Niger. Nous allons produire pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et c'est ce que nous avons
montré et démontré à travers la grande irrigation. À la date où je vous parle, hier j'ai vu l'équipe de la RTN qui faisait les tours des marchés. À Gaïa, le sac de maïs est à 13 500. J'ai dit bien 13 500. Depuis combien de décennies qu'on n'a pas connu de sac de maïs à 13 500 sur le marché? Le riz, 8 000 sur le marché, j'ai vu. 8 000. C'est dans les marchés, c'est pas dans des cases où on va dire non, c'est des montages, c'est les marchés. Oui. Les foires, si vous voulez, pour ceux qui ne comprennent pas le mot marché, dans les foires, c'est ouvert et c'est les paysans qui viennent échanger leurs produits. 8 000, 9 000, 10 000, le riz de 25 kilos. Même le riz de la qualité supérieure, ça ne dépasse pas 12 000. Et c'est au Niger, c'est pas ailleurs. Pourtant, on a cru que ce n'était pas possible. Mais le 26 juillet 2023 a montré que c'est possible. Il suffit que les Nigériens décident, ils peuvent. Et c'est ce qu'on a démontré. Va subir la puissance africaine, on ne va plus être exploité pour faire leur force. On fait notre propre force. On n'est plus leur main-d'œuvre gratuite. Donc, ils vont pas accepter ça. Ou s'ils acceptent, c'est la nouvelle génération accepte, disant, bon, discutons, on a été quand même colonie, on était ensemble, bon, discutons. Bon, d'accord, on discute à égalité, mais il n'y a pas imposé aux gens. Ça sera dur, mais c'est la seule voie. C'est la seule voie, on a tout essayé, la seule voie. Donc, nous avons un passé glorieux. C'est l'Égypte antique, il y a Zimbabwe, il y a le Ghana, Mali, Sonra, il y a les civilisations des Ashanti, il y avait de l'or là-bas, les tapis étaient en or, les lits étaient en or. Les gens le disent, les bouddhistes décrivent ça. Nous avons les Yoruba, grande civilisation, ils viennent de l'Égypte, ils en sont conscients. Les Ibo, le Bornou Kanem, c'était des grandes puissances. Les Sonra, il y avait le royaume de Kuba, le Luba, de Congo, le Monomotapa, au Zimbabwe ancien. Il n'y avait pas de vide. Au Cameroun, non seulement les Njoya, tout ça, mais il y avait des royaumes, des grandes chefferies.